Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter Olvid. Alors qu'est-ce que Olvid? Eh bien Olvid est une messagerie chiffrée, comme je vous en ai présenté d'autres sur cette chaîne. Mais comme certains d'entre vous m'ont fait part de cette application plusieurs fois dans les commentaires, j'ai donc compris qu'elle était à la mode et qu'il fallait en parler. Alors première chose, Olvid est une application française développée par des développeurs français. Et donc ils prétendent la chose suivante, la messagerie la plus sûre du monde. Alors comme disent les Anglais, this is a bold statement. Alors je ne vais pas vous présenter en détail toutes les fonctionnalités d'Olvid. Je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien où les développeurs eux-mêmes présentent leur application et vont le faire beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui fait plus d'1 heure mais qui est très intéressante puisqu'il détaille tout le fonctionnement et en particulier la sécurité d'Olvid. Ce que je vais plutôt faire moi ici, c'est vous donner mon avis et faire quelques petites remarques concernant Olvid. Cet avis n'engage que moi, ce sera surtout à vous de vous faire votre propre opinion par rapport aux données qui sont données par les développeurs d'Olvid et par les quelques petites informations que je vais vous donner moi-même. Donc tout d'abord, brièvement, Olvid fonctionne comme toutes les messageries que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que vous retrouvez à peu près les mêmes fonctionnalités, donc possibilité d'envoyer du texte chiffré bien sûr, également de la voix chiffrée, mais Olvid a une partie qui est gratuite et également une version qui est payante. Et la version payante est généralement réservée aux entreprises. Et par exemple, dans la version premium, donc la version payante d'Olvid, eh bien, pour pouvoir émettre des appels audio chiffrés, eh bien, là, il faut avoir la version payante. Pour tout le reste, jusque-là, c'est gratuit. Et il n'y a pas encore la vidéo chiffrée, mais c'est en cours de développement. Également, la messagerie n'est disponible que sur les téléphones mobiles. Il n'y a pas encore d'application de bureau, mais c'est également en développement. Donc c'est une application qui est toute jeune, même s'il y a derrière quasiment 5 ans de recherche et développement en cryptographie, donc c'est quand même du solide. D'ailleurs, si vous voulez lire quelque chose qui pique un peu les yeux, je vous invite à lire ce qu'on appelle le white paper, c'est-à-dire toutes les données techniques de chiffrement qui sont utilisées par Olvid et qui donnent donc en détail tous les protocoles et toutes les implémentations de chiffrement qu'ils ont mis en place dans Olvid. Donc ici, on est vraiment sur des développeurs qui savent de quoi ils parlent et qui connaissent très très bien leur sujet, aussi bien dans ce qui est de la cryptographie en elle-même que dans son implémentation, parce que bien souvent on a tendance à croire que un algorithme cryptographique fait tout, mais ce qui est le plus important, c'est son implémentation dans une application, parce qu'on peut très bien utiliser du code existant qui fait de la super cryptographie, mais mal l'implémenter dans son application, et donc mettre des failles de sécurité et mettre des possibilités pour un attaquant de pouvoir contourner les chiffrements qu'on a mis en place, malgré toute la force du chiffrement qu'on aurait pu mettre en place. Donc son implémentation est très importante. Et on voit qu'ici, le travail a été très bien pensé, très réfléchi en amont. Les gars ne se sont pas jetés sur un ordinateur et se sont mis à coder immédiatement suite à une idée qu'ils ont eue le matin en se levant, mais qu'ils ont parfaitement étudié déjà les autres applications concurrentes pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait de mieux. Et ils ont créé leur propre système à eux, leur propre protocole, plutôt que de se baser sur des choses existantes. Alors bien sûr, pour ce qui est du chiffrement, ils utilisent des choses qui existent déjà, mais pour ce qui est de l'implémentation de ce chiffrement, là, ils ont inventé leur propre système. L'idée étant d'enlever l'annuaire. Vous savez que quand vous utilisez WhatsApp ou Telegram ou autre, eh bien vous devez donner votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse email, enfin des choses qui vous identifient fortement. Olvid ne demande absolument pas ça. Et Olvid fonctionne un peu comme session pour le coup, puisque là, ça marche par exemple avec un QR code que vous échangez avec un ami pour échanger vos clés de chiffrement et pour vous identifier. Donc voilà, vous discutez avec un ami dans un bar, il voit que vous avez Olvid, eh bien tiens, on s'échange nos clés au bar, enfin quand on peut aller au bar bien sûr, et puis voilà, on peut commencer à utiliser Olvid avec le pote qu'on a rencontré lors d'une soirée. Donc ici, on évite le fameux serveur annuaire qu'ont la majorité des applications de messagerie et qui donc stockent malheureusement beaucoup de données personnelles, comme entre autres le numéro de téléphone. Donc Olvid ne fait pas ça, ce qui est un gros avantage. Alors maintenant, je vous propose de parler un petit peu des choses qui fâchent. Première chose,
Est-ce que Olvid est open source? Eh bien non. Ce qui est open source, c'est toute la technologie qui est utilisée par Olvid. Ça, oui, vous pouvez savoir quels sont les protocoles de chiffrement et tous les algorithmes qui sont utilisés par Olvid pour protéger vos données. Mais par contre, le code source de l'application eh bien, n'est pas disponible. Alors, quelles sont les raisons qui sont invoquées par les développeurs pour ne pas rendre l'application open source? Il y a deux raisons qui sont données. La première, c'est notre code n'est pas très joli à voir. C'est un peu, je cite d'ailleurs le développeur lui-même, on a écrit comme des cochons. Bon, alors ça ne veut pas dire que l'application est mauvaise pour autant, hein. Étant développeur moi-même, je sais qu'on n'aime pas effectivement montrer son code lorsqu'il n'est pas commenté ou lorsqu'il a été un petit peu pas trop bien structuré. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on fait une fonction dans laquelle il y a 5 lignes de code, qui réalise donc une fonction particulière, et puis un jour on relit son code et on se dit mais finalement ces 5 lignes de code, j'aurais pu très bien l'écrire en une ligne, et donc là vous allez refaire votre fonction, et au lieu de 5 lignes, vous allez taper qu'une ligne de code. Donc là, c'est déjà plus facile à lire, et puis ça claque, parce que voilà, ça fait plus sympa, c'est plus joli. Donc entre développeurs, on aime bien souvent montrer du code qui est bien structuré, qui est bien, voilà. Et malheureusement, lorsqu'on est un petit peu dans le rush, hein, qu'on veut faire en sorte que le client soit rapidement... qu'on puisse mettre rapidement à disposition une application pour un client, eh bien on se dépêche un petit peu d'écrire son code et on ne le révise pas tout de suite et on ne le commande pas, on ne prend pas le temps de le commenter, etc. etc. Et donc, du coup, le code, on n'a pas trop envie que tout le monde le voit. Et puis plus tard, on révise son code et puis on l'améliore, on l'optimise, etc. On le commente et puis c'est beaucoup plus joli à voir. Donc je peux comprendre cette excuse, hein, en tant que développeur, c'est compréhensible. La deuxième excuse qui est donnée pour ne pas rendre l'application open source, c'est de ne pas avoir le temps de gérer les forks, c'est-à-dire que lorsque vous mettez votre code source sur GitHub, par exemple, eh bien vous allez avoir d'autres développeurs qui vont proposer des améliorations de certaines fonctions, de certaines de vos procédures, et qui vont donc vous faire du code parallèle que vous allez devoir valider et peut-être intégrer à l'application officielle. Et pour faire ça, eh bien, vous devez avoir des gens qui regardent ce code, qui le valident, qui le testent, enfin bref, c'est un boulot supplémentaire. Et en ce moment, comme ils sont une petite équipe, eh bien effectivement, ça peut très très vite être une charge supplémentaire de boulot. Et comme ils ont déjà pas mal de boulot pour développer des fonctionnalités supplémentaires sur Olvid, il est compréhensible qu'il n'ait pas de temps à passer pour s'occuper donc du code source et de tous les développeurs qui peuvent apporter des modifications à ce code source. Et puis je pense aussi qu'il y a une autre raison qu'ils n'ont pas évoquée, mais que je peux également comprendre, c'est que Olvid, même s'il y a une version gratuite, est quand même une application qui a pour but de faire du business et de gagner de l'argent, clairement. Ce que je peux comprendre, parce que vu le nombre d'années de travail qu'il y a derrière et tout ça, je pense qu'ils ont envie d'avoir un petit retour sur investissement de tout ce temps passé à la recherche. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop envie que le code, que le fruit de leur travail soit déjà à la portée de tout le monde avant d'être rentré un petit peu dans leurs sous, hein. Ce que je peux comprendre. Donc, je pense qu'ils ne le diront pas, mais si j'étais à leur place, c'est aussi ce que je ferais. Parce que, voilà, on a envie un petit peu de faire fructifier le travail qu'on a fait avant de le jeter en pâture à tout le monde. Ok, donc maintenant que nous avons vu le côté open source, on va continuer dans les choses qui fâchent et on va aller dans la politique de confidentialité. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est quelles sont les données qui sont collectées. Bien évidemment, si vous prenez la version payante, eh bien forcément, il y a toutes vos identifications de facturation, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre numéro de carte bancaire, enfin toutes ces choses-là qui vous permettent d'être identifié sur une facture à partir du moment où vous payez un service. Et puis il y a bien sûr votre adresse IP. Alors concernant le serveur, et on va revenir tout à l'heure sur la problématique du serveur, le serveur qui permet de mettre en relation donc les utilisateurs d'Olvid, bien sûr, voit passer leur adresse IP. Donc si on lit un petit peu le texte qui est donné ici, il est écrit « Par données personnelles, il convient d'entendre toute information permettant de vous identifier, directement ou indirectement, par référence selon les cas, à un numéro d'identification, à un ou plusieurs éléments qui vous sont propres, ou encore par regroupement d'informations. Nous distinguons les données personnelles des utilisateurs des données purement techniques d'accès aux services, adresse IP et de facturation. »
Donc, pour la version gratuite et la vente sur les stores, l'adresse IP pour l'utilisation de l'application, nous rappelons que, comme toute application, Olvid utilise pour son fonctionnement les adresses IP des utilisateurs sans néanmoins les consulter, les collecter ou les conserver. Alors l'histoire de consulter, collecter et conserver, on verra ça tout à l'heure lorsqu'on va parler du serveur. Mais moi, il y a une chose qui m'embête un petit peu ici, c'est la phrase « Nous distinguons les données personnelles des utilisateurs des données purement techniques ». Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais pour moi, l'adresse IP d'un utilisateur, c'est une donnée personnelle. Ce n'est pas une donnée purement technique. Certes, elle est technique, mais c'est une donnée personnelle. Je vous donne un autre exemple. Votre numéro de sécurité sociale, c'est certes une donnée technique, administrative, mais c'est aussi une donnée personnelle, puisqu'elle vous relie à votre identité et même elle vous localise. Même chose pour le numéro d'immatriculation de votre voiture. C'est également une donnée technique, c'est juste un numéro, un code, mais ce numéro d'immatriculation permet de vous localiser, de connaître votre identité, etc. etc. Donc, j'aime pas trop quand on dit que une adresse IP n'est pas une donnée personnelle. L'époque où les adresses IP changeaient à chaque fois qu'on se connectait à Internet est révolue. Aujourd'hui, toutes ces adresses IP sont fixes, et donc une adresse IP vous identifie et vous localise. Donc c'est une donnée hautement personnelle. Alors je ne sais pas s'ils entendent par là que parce que c'est une donnée purement technique, ils n'ont pas besoin de la conserver, comme par exemple les données de facturation, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Puisque effectivement, lorsque vous achetez leur service, eh bien, ils sont obligés effectivement d'avoir des données telles que votre nom, votre prénom et tout ce qui permet de faire une facturation. Alors que l'adresse IP, elle, n'étant pas une donnée, disons, administrative nécessaire à une facturation, eh bien, ils n'ont pas besoin de la conserver. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est dit. Maintenant, nous allons voir quels sont les services qu'utilise Olvid pour pouvoir fonctionner. Et là, la première chose que l'on voit, c'est que pour pouvoir fonctionner, Olvid a besoin des API de Google ou des API de Apple pour l'Apple Store. Donc, si vous utilisez un téléphone de type Lineage OS ou Graphene OS ou ce genre d'OS qui n'ont pas nécessairement le Google Play Store d'installer, eh bien, vous aurez un problème avec Olvid parce que Olvid utilise les API de Google pour pouvoir recevoir les messages avec l'API push, c'est-à-dire qu'en fait le serveur pousse le message vers vous au lieu que ce soit l'application qui aille chercher le message sur le serveur, périodiquement par exemple. Donc c'est généralement ce qu'utilise la majorité des messageries, à part quelques messageries qui ont trouvé des moyens de contournement. Je vais citer par exemple Wire, qui a dans ses paramètres un système que l'on peut activer qui permet justement de fonctionner sans l'API de Google. Donc ce qu'il se passe, c'est que l'application Wire va rester connectée en permanence au serveur de Wire pour pouvoir justement aller tirer les messages vers lui lorsque des nouveaux messages arrivent. Alors, il est possible qu'Olvid un jour ait un système intégré qui permette de ne plus dépendre de l'API de Google ou de l'API d'Apple. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez ce type de téléphone, vous aurez un problème parce que l'application Olvid devra toujours être en premier plan et non plus en arrière-plan pour pouvoir recevoir des messages. Donc, pensez-y si vous êtes dans ce cas de figure, ce qui est mon cas par exemple. Moi, j'ai un téléphone qui n'a pas Google d'installer dessus, ni Apple encore moins, bien sûr. Et donc, forcément, là, Olvid, moi, je ne pourrais pas l'utiliser dans de bonnes conditions. Et ensuite, eh bien, dernière question qui fâche, où sont hébergées vos données? Alors, que nous dit ce petit paragraphe ici, partage de vos données? Alors, on va le lire ensemble. Avec qui partageons-nous vos données? Les seules personnes autorisées à accéder à vos données sont les membres de l'équipe d'Olvid. Bon, déjà, bonne nouvelle. Cependant, lisons la suite. Nos prestataires de services peuvent également être destinataires des données personnelles strictement nécessaires à la réalisation des prestations que nous leur aurons confiées et notamment ceux auxquels nous faisons appel pour procéder à l'exécution des services. Donc, il y a des tiers qui peuvent avoir également vos données. Et enfin, ça c'est le plus important, nous utilisons les serveurs d'AWS en précisant une nouvelle fois que les serveurs ne jouent aucun rôle dans la sécurité, seules les adresses IP peuvent être visibles par le prestataire. Si vous ne savez pas ce qu'est AWS, je vais vous le dire tout de suite.
c'est le cloud d'Amazon. On va continuer de lire le texte et puis on reviendra sur cette histoire de cloud d'Amazon dans 2 secondes. Nous sommes également susceptibles de communiquer vos données afin de répondre à des demandes légales ou réglementaires, des décisions de justice, assignations ou procédures juridiques si le respect de la réglementation en vigueur l'exige, ainsi que dans le cas où Olvid transférerait en tout ou partie ses actifs à une société tierce. Donc ce dernier texte est intéressant, puisqu'ils disent ici qu'ils sont tout à fait en mesure de donner vos données aux forces de l'ordre, et également à une éventuelle société qui les rachèterait. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui risquera d'arriver peut-être pour Olvid, je dis bien peut-être, mais je pense qu'un jour Olvid sera racheté par une société étrangère, comme beaucoup de startups françaises. Pour la bonne et simple raison, c'est que généralement, que ce soit la France ou l'Europe, il n'y a jamais de financement à attendre de la part de l'Europe ou de la part de la France pour tout ce qui est des startups françaises. Généralement, très vite, des sociétés étrangères arrivent avec un gros chèque et ce genre de société, très vite, devient la propriété généralement des Américains, très souvent, ou peut-être d'autres sociétés. En tout cas, j'ai bien peur qu'à l'avenir, Olvid ne reste pas français très longtemps. Je peux me tromper, mais on verra. Alors revenons sur cette histoire du fait que le service d'Olvid est hébergé sur le serveur d'Amazon. Alors j'ai vu que pour ceux qui prennent la version professionnelle, il y a la possibilité d'être hébergé sur des serveurs de type Secnum Cloud qui sont certifiés par l'ANSSI comme étant des clouds sécurisés en France ou en Europe, comme entre autres OVH ou d'autres. Donc ça peut être intéressant pour les entreprises de pouvoir être plus localisées sur le continent européen et d'avoir certainement un meilleur contrôle sur le serveur lui-même par l'entreprise elle-même. Mais pour ceux qui ont la version gratuite, eh bien vous passez par le serveur d'Amazon. Alors, bien sûr, là, le problème ici, c'est que les développeurs d'Olvid disent nous, on vous promet, on ne collecte pas les adresses IP. Oui, mais ça, c'est pas la garantie qu'offre Amazon. C'est-à-dire que rien ne dit que Amazon, lui, ne va pas collecter ces adresses IP. Et rien ne dit non plus que tout ce qui est de la surveillance de masse qui existe aux États-Unis, eh bien, n'utilise pas Amazon pour collecter les adresses IP donc des utilisateurs d'Olvid et se faire leur propre petit annuaire d'utilisateurs d'Olvid. Donc là, on peut répondre déjà à 2 questions essentielles. La première question, c'est est-ce que Olvid protège vos communications et vos données? On peut dire oui, jusqu'à preuve du contraire, lorsque Olvid sera open source et qu'on pourra effectivement en avoir la certitude une fois qu'il sera open source. Même si l'open source, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, on fait confiance à beaucoup de choses qui sont open source sans avoir lu une seule ligne de code de ce source. Donc on fait plutôt confiance aux gens qui développent plutôt qu'aux sources lui-même que l'on n'a pas lu ou qu'on ne comprend même pas d'ailleurs. D'ailleurs, combien de personnes ont lu le code source du noyau de Linux, pour vous donner un autre exemple. Très peu de personnes, en fait, une poignée de personnes ont lu le code source du noyau de Linux, et pourtant on fait confiance au noyau de Linux. Pour ma part, je n'ai pas lu le code source du noyau de Linux. Donc vous voyez que bien souvent, le code source, si c'est une chose qu'il faut avoir quand on parle de sécurité, ce n'est pas non plus une certification absolue que l'application n'est pas malveillante. Et donc la deuxième question à laquelle on peut répondre, c'est est-ce que Olvid permet de protéger votre anonymat? Et là, la réponse est non. Définitivement non. Alors après, on peut débattre sur quelles sont les applications de messagerie qui protègent le mieux votre anonymat. On dira qu'il y a différents niveaux. Moi, personnellement, je pense que les applications de messagerie qui sont décentralisées protégeront mieux votre anonymat qu'une application centralisée. Mais là, dans le cas d'Olvid, on va être clair, vous êtes identifié, vous êtes clairement identifié, et donc il ne faut pas compter sur Olvid pour protéger votre anonymat. Alors je vais mettre dans la description de cette vidéo également un lien qui mène à une interview du porte-parole d'Olvid sur la chaîne 01net, et vous avez donc dans cette vidéo le journaliste Jérôme Colombin qui pose la question qui fâche à ce porte-parole d'Olvid, qui est « Oui, mais si votre application est utilisée par des terroristes, c'est terrible ».
Alors je vous laisse juge de la réponse qui est donnée par le porte-parole d'Olvid. Elle est très claire. Donc je ne ferai pas de commentaire parce que la réponse est suffisamment parlante. Et elle vient confirmer ce que je vous dis, c'est-à-dire que Olvid, en aucune façon, ne protège votre anonymat. Alors maintenant, je vous propose de conclure en répondant à deux questions. La première, vous êtes un particulier, est-ce que je vous conseille d'utiliser Olvid? La réponse est non. Vous êtes une entreprise française, est-ce que je vous conseille d'utiliser Olvid? La réponse est oui. Je pense que dans le domaine professionnel, Olvid amène beaucoup de choses intéressantes, entre autres beaucoup de certifications qui sont toujours très importantes dans le domaine professionnel, parce que ça permet d'apporter une assurance auprès de vos clients. C'est une valeur ajoutée, la sécurité et donc les certifications. Donc oui, Olvid est intéressant pour ce qui est du domaine professionnel. Maintenant, je le répète, si vous êtes un particulier, Olvid ne serait certainement pas mon premier choix. Du moins pour aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'un jour, Olvid ait ses propres serveurs, c'est-à-dire qu'il n'ait plus besoin d'utiliser les serveurs d'Amazon, qu'il n'ait plus besoin non plus d'utiliser les API de Google ou d'Apple, mais qu'ils s'auto-hébergent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'Olvid ait son propre serveur sur lequel ils ont leur service d'installer et qu'ils puissent contrôler tout de bout en bout. Ça, ce serait formidable. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler un petit peu à nos Européens, là, nos européistes convaincus, qui passent leur temps à créer des taxes et des normes à tout va pour combattre les GAFAM, plutôt que de financer des entreprises innovantes comme Olvid, qui auraient besoin de financement, par exemple, pour avoir leur propre serveur, et qui ont certainement bien du mal à en obtenir. Donc ça serait bien qu'un jour l'Europe se bouge un peu et finance des véritables concurrents aux GAFAM en Europe et en France. Alors vous allez me dire, oui, oh, mais il y a Gaia X, le cloud européen. LOL. Pour le moment, je n'ai rien vu de vraiment sérieux capable de concurrencer les clouds américains et en particulier les tarifs souvent très agressifs comme ceux qui sont pratiqués par Amazon. Et je pense que c'est ça que les développeurs d'Olvid ont visé, c'est qu'ils voulaient pouvoir offrir un service gratuit, mais ce n'est pas totalement gratuit parce que figurez-vous que les serveurs d'Amazon ne sont pas gratuits. Et donc si vous avez des millions de connexions sur un service gratuit, eh bien vous avez des chances que cela coûte de plus en plus cher. Et pour avoir des tarifs compétitifs, eh bien, c'est difficile de trouver des tarifs aussi compétitifs sur des serveurs européens et encore moins français. Donc je ne les blâme absolument pas d'utiliser le serveur d'Amazon. Moi-même, en tant que développeur, j'utilise le cloud de Microsoft Azure. J'aimerais bien qu'il en soit autrement. Mais quand vous avez besoin de satisfaire des clients et de leur offrir une technologie dont ils ont besoin, eh bien, je suis désolé, ces technologies-là se trouvent difficilement en Europe, voire pas du tout. Et donc on est obligé de passer par des serveurs américains. Donc ce serait formidable si l'Europe enfin se bougeait et permettait à des entreprises innovantes comme Olvid de pouvoir avoir des services qui sont réellement en Europe et en France. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule au passage. Voilà, donc gardons un œil sur ce projet, voyons comment il évolue. Il y aura certainement beaucoup d'autres choses à dire. C'est peut-être encore un petit peu prématuré pour parler d'Olvid. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans les années qui viennent. Je dirais que c'est un très très bon début et qu'il va falloir garder un œil sur ce projet. Donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans quelques années pour voir ce qu'Olvid est devenu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.